Satoshi Nakamoto est le pseudonyme d'une personne ou d'un groupe de personnes mystérieuses qui a introduit le concept de Bitcoin en 2008. Le but principal de Satoshi Nakamoto était de créer un système de monnaie électronique décentralisé, une monnaie pair à pair, sans intermédiaire, permettant des transactions sans nécessité d'une autorité centrale de confiance, telle qu'une banque ou des institutions financières. Le document original de Nakamoto a été publié le 31 octobre 2008. Et dans ce protocole qui a été présenté le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto a combiné des idées existantes telles que la cryptographie, la preuve de travail, la technologie pair à pair pour résoudre le problème de la double dépense sans avoir besoin d'une tierce partie. L'idée centrale de Nakamoto était de permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions directes entre eux, sans nécessité d'intermédiaire, en utilisant une blockchain décentralisée. Cette blockchain, une chaîne de blocs sécurisée par la preuve de travail, qui enregistrait toutes les transactions de manière transparente et immuable. Le Bitcoin a été introduit comme une récompense pour ceux qui contribuent à la sécurité du réseau en validant les transactions via le processus de minage et en éliminant la nécessité de confiance en une entité centrale comme les institutions bancaires. Satoshi Nakamoto visait à créer une monnaie électronique qui résiste à la censure, décentralisée et accessible à tous. Le modèle de Nakamoto a depuis inspiré le développement de nombreuses autres blockchains et a ouvert la voie à l'exploration de cette fameuse technologie. L'héritage de Satoshi Nakamoto réside dans la création d'un système financier numérique transparent et décentralisé qui permettait et qui permet surtout des transactions sécurisées et pair à pair. Donc aujourd'hui, on va parler de la partie 2 de cette fameuse white paper qui a été écrite par le fameux Satoshi Nakamoto et on va voir certains détails assez intéressants de cette fameuse white paper. Mais juste avant de commencer la vidéo, si vous soutenez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à déclencher la petite cloche de notification, ça me ferait plaisir. Donc, commençons par la fameuse white paper, partie 2, fait par Satoshi Nakamoto. Dans l'introduction, Satoshi Nakamoto parle du commerce en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que le commerce en ligne repose largement sur des institutions financières qui agissent comme une tiers de confiance pour faciliter les paiements électroniques. Bien que ce système soit généralement efficace, il présente des lacunes liées au modèle de confiance. Il précise que les transactions réellement irréversibles sont difficiles à garantir, entraînant des coûts de médiation et en augmentant les coûts de transaction. Et bien sûr, ces limitations restreignent les transactions de faible montant, créant des inconvénients pour les paiements courants. De plus, la réversibilité des paiements accroît la nécessité de confiance, conduisant à des problèmes de fraude et de sécurité. L'utilisation de l'argent physique peut résoudre certains de ces problèmes, mais il n'existe aucun mécanisme permettant des paiements électroniques sans passer par un tiers de confiance. Ce besoin a conduit à la recherche d'un système de paiement électronique basé sur la preuve cryptographique plutôt que sur la confiance. Une telle solution permettait à deux parties volontaires d'effectuer des transactions sans l'intervention d'une tierce de confiance, sans l'intervention d'une banque ou d'une institution financière. Donc dans la white paper, Satoshi Nakamoto proposait une solution novatrice au problème de la double dépense en utilisant un serveur d'horodatage distribué en pair à pair. Et l'objectif est de générer une preuve cryptographique de la chronologie des transactions, rendant pratiquement impossible la réversibilité des paiements. Cette proposition, initiée par l'auteur Satoshi Nakamoto, offre une sécurité accrue en protégeant les vendeurs contre la fraude et en permettant la mise en œuvre de mécanismes de dépôt pour protéger les acheteurs. L'efficacité de ce système repose sur la puissance collective des nœuds honnêtes, assurant ainsi la solution robuste au problème de la confiance dans les transactions électroniques. Dans le deuxième sous-titre, Satoshi Nakamoto parle des transactions. Il explique que dans ce système, un bitcoin est une chaîne de signature électronique. Chaque propriétaire signe
le hachage de la transaction précédente. Cependant, le défi réside dans la prévention de la double dépense sans recourir à une autorité centrale. Satoshi Nakamoto propose une approche où les participants s'accordent sur l'ordre des transactions via un réseau décentralisé. Ainsi, le bénéficiaire a la preuve que la majorité des nœuds considèrent chaque transaction comme la première lors de son exécution, éliminant ainsi le besoin d'une autorité centrale. Le troisième point concerne les serveurs de redatage. La proposition de Satoshi Nakamoto repose sur l'utilisation d'un serveur de redatage. Ce serveur génère une empreinte numérique pour un bloc à horodater et à la diffuser largement, souvent sur Internet. Chaque empreinte, incluant celle de l'horodatage précédente, formant ainsi une chaîne. Cette méthode garantit que les données existent à un moment spécifique, prouvant leur validité à cet instant. La force de cette chaîne repose sur la continuité des horodatages successifs, renforçant la crédibilité de l'ensemble du processus. Le quatrième point concerne la preuve de travail. Mais juste avant de parler de la proposition de Satoshi Nakamoto, je vais vous donner la définition de la preuve de travail. Donc la preuve de travail est un processus où les ordinateurs, appelés mineurs, résolvent des problèmes mathématiques complexes pour sécuriser et surtout valider les transactions sur un réseau. En accomplissant cette tâche difficile et coûteuse en temps, les mineurs démontrent leur engagement envers la sécurité du réseau. Et surtout, ils contribuent ainsi à la création de nouveaux blocs de transactions dans une blockchain. Et cette méthode décourage les comportements malveillants et surtout assure la fiabilité du système. En résumé, le proof of work, la preuve de travail, est une façon de montrer qu'un travail significatif a été effectué pour garantir la sécurité et l'intégrité d'un réseau décentralisé. Et dans l'approche de la preuve de travail proposée par Satoshi Nakamoto pour un serveur de haut datage distribué, l'idée fondamentale est de trouver la valeur spécifique dont l'empreinte numérique commence par un certain nombre de zéros après le processus de hachage. Une fois cette preuve accomplie, le bloc devient immuable, renforçant la sécurité du système. Cette méthode résout le défi de la décision majoritaire en attribuant une voix par unité de puissance CPU, assurant ainsi que la chaîne la plus longue représente la quantité de travail réellement investi. Donc la validité de la chaîne dépend de sa longueur, ce qui reflète la quantité de travail effectué. Pour assurer la difficulté de la preuve de travail face aux changements matériels et d'intérêt, une moyenne mobile est utilisée. En résumé, cette méthode sécurise la chaîne en rendant ardue la modification de blocs passés, tout en garantissant la légitimité des nouvelles transactions grâce à un processus de preuve exigeant. Le cinquième sous-titre concerne le réseau. Le fonctionnement du réseau est structuré en étapes simples. Le premier point, toutes les nouvelles transactions sont diffusées à tous les nœuds du réseau. Le deuxième point, chaque nœud rassemble ses transactions dans un bloc. Troisième point, chaque nœud tente de trouver une preuve de travail difficile pour son bloc. Quatrième point, une fois la preuve de travail trouvée, le nœud diffuse le bloc à l'ensemble du réseau. Cinquième point, les nœuds n'acceptent le bloc que s'il contient des transactions valides et non dépensées. Sixième point, les nœuds expriment leur acceptation en travaillant sur le prochain bloc de la chaîne en utilisant l'empreinte numérique du bloc accepté comme référence. Donc, la chaîne la plus longue est toujours considérée comme valide, incitant les nœuds à travailler sur son extension. En cas de divergence, les nœuds basculent vers la branche la plus longue lorsqu'elle est confirmée par une nouvelle preuve de travail. La diffusion des transactions et des blocs est résiliente aux pertes de messages, et les nœuds peuvent intégrer des transactions dans le bloc même s'ils n'ont pas reçu toutes les informations. Le sixième point concerne la prime de résultat. Satoshi Nakamoto explique clairement que dans chaque bloc de transaction, la première transaction est spéciale, créant de nouveaux bitcoins attribués au créateur du bloc. Cela sert à inciter les nœuds du réseau à maintenir en fonctionnement en dépensant du temps CPU et de l'électricité. Cette méthode d'ajout régulier de nouveaux bitcoins
est comparable à l'idée des chercheurs d'or qui investissent des ressources pour augmenter la quantité d'or en circulation. Donc, la prime de résultat peut également provenir des frais de transaction. Si la valeur de sortie d'une transaction est inférieure à celle d'entrée, la différence devient des frais de transaction ajoutés à la prime de résultat du bloc. Après la mise en circulation d'un nombre prédéterminé de Bitcoin, la prime de résultat peut se transformer complètement en frais de transaction, devenant ainsi non inflationniste. Donc cette prime encourage les nœuds à rester honnêtes, même si un attaquant puissant pouvait rassembler plus de puissance CPU que l'ensemble des nœuds honnêtes, il serait confronté à un dilemme. Il devrait choisir entre tromper les gens en récupérant frauduleusement ses paiements ou de générer tout simplement de nouveaux bitcoins. Le septième point concerne la demande d'espace disque. Lorsqu'une transaction est confirmée après un certain nombre de blocs, les informations sur la transaction antérieure liées à cette transaction peuvent être supprimées pour économiser de l'espace disque. Pour effectuer cette opération de manière efficace, on utilise un arbre de Merkle. Donc c'est une structure de données spécifique et seule la racine de cet arbre est conservée dans l'empreinte numérique du bloc, ce qui permet de compresser les blocs plus anciens en reniant les parties inutiles de cet arbre. Cela signifie qu'au lieu de stocker toutes les informations sur chaque transaction passée, on stocke uniquement l'essentiel nécessaire pour prouver l'existence et l'intégrité de ces transactions. Cela contribue à réduire la taille de la base de données de la blockchain tout en préservant son intégrité. En résumé, c'est une méthode astucieuse pour économiser de l'espace tout en maintenant la sécurité et la validité du système qu'est le Bitcoin. Il faut dire que Satoshi Nakamoto avait tout prévu, et même pour l'espace disque. Le huitième point concerne la vérification de paiement simplifié. La vérification de paiement simplifié permet de vérifier les paiements sans nécessiter l'exécution d'un nœud complet du réseau. Donc un utilisateur peut se contenter de conserver les entêtes du bloc de la plus longue chaîne qu'il obtient en demandant au nœud du réseau. Bien qu'il ne puisse pas vérifier la transaction lui-même, en reliant la transaction à une position dans la chaîne, il peut observer que le réseau l'a accepté et les blocs ultérieurs confirment cette acceptation. Cette méthode de vérification est solide tant que le nœud honnête dirige le réseau. Cependant, face à une domination par un attaquant puissant, la vulnérabilité augmente. Pour se protéger, il est possible d'accepter des alertes de nœuds détectant un bloc invalide. En réponse, le logiciel utilisateur télécharge le bloc et les transactions suspectes pour confirmer toute divergence. Les entreprises traitant de nombreux paiements peuvent opter pour l'utilisation de leur propre nœud, garantissant une sécurité accrue et des vérifications plus rapides. En résumé, la vérification simplifiée est fiable avec la domination des nœuds honnêtes, mais devient vulnérable en cas d'attaque. Et bien sûr, les alertes des nœuds détectant des blocs invalides offrent une protection. Et bien sûr, le logiciel utilisateur peut toujours télécharger le bloc complet pour confirmer les divergences et les entreprises préfèrent parfois leurs nœuds pour une sécurité renforcée. Le neuvième point concerne la combinaison et la séparation des valeurs. Les transactions Bitcoin permettent de manipuler les valeurs de manière flexible. Plutôt que d'effectuer des transactions séparées pour chaque centime, les transactions incluent des entrées et des sorties multiples. Une entrée peut provenir d'une transaction antérieure, et il peut y avoir plusieurs entrées combinant des montants plus petits. Habituellement, une transaction a au moins deux sorties, une pour le paiement et une pour le rendu de la monnaie. Si nécessaire, contrairement à d'autres systèmes, la complexité des dépendances entre les transactions n'est pas un problème. Il n'est jamais nécessaire de disposer d'une copie complète et autonome de l'historique des transactions. En résumé, les transactions Bitcoin permettent de scinder ou de combiner des valeurs grâce à des entrées et des sorties multiples. Contrairement à d'autres systèmes, la complexité des dépendances entre les transactions n'est pas un problème, et une copie complète de l'historique n'est jamais nécessaire. Dans le 10e sous-titre, Satoshi Nakamoto parle de la vie privée. Il dit que le modèle bancaire traditionnel protège la vie privée en limitant l'accès aux informations. Mais la transparence des transactions Bitcoin nécessite une approche différente.
Pour préserver la vie privée, les clés publiques restent anonymes et elles permettent au public de voir les transactions sans les attribuer à des individus spécifiques. L'utilisation de nouvelles paires de clés pour chaque transaction renforce cette confidentialité. Bien que les transactions multi-entrées puissent relever une certaine liaison entre les propriétaires, cependant le risque persiste, car la divulgation d'une clé peut potentiellement relever d'autres transactions associées au même propriétaire, compromettant ainsi la confidentialité. Dans le 11e sous-titre, Satoshi Nakamoto parle du calcul. Donc Satoshi discute des probabilités liées à un attaquant essayant de rattraper la chaîne de blocs honnête dans Bitcoin. En utilisant des calculs basés sur les probabilités de succès d'un attaquant par rapport à un nœud honnête, Satoshi Nakamoto explore les scénarios de réussite en fonction du retard initial de l'attaquant. Satoshi conclut que la probabilité de succès de l'attaquant diminue de manière exponentielle avec l'augmentation du retard initial. Ainsi, plus l'attaquant est en retard, moins il y a de chances de rattraper la chaîne honnête. Donc ces calculs contribuent à évaluer la sécurité du réseau Bitcoin face à des attaques potentielles. Le 12e sous-titre concerne la conclusion. Satoshi Nakamoto conclut en présentant un système de transactions électroniques sans nécessité de confiance, en utilisant des signatures électroniques et un réseau pair à pair avec la preuve de travail. Le système assure une histoire publique, des transactions difficiles à modifier pour un attaquant, et bien sûr la robustesse du réseau réside dans sa simplicité non structurée, où les nœuds travaillent ensemble sans nécessité d'une identification formelle. Il exprime leur approbation en attendant les blocs valides et rejette les blocs invalides, assurant un consensus basé sur la puissance CPU. Donc voici les 12 fameux sous-titres que Satoshi Nakamoto a écrits sur cette fameuse white paper du Bitcoin. Dans la troisième partie, nous allons parler des références que Satoshi Nakamoto a citées, et avec certains détails assez intéressants et intrigants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.